Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons effectivement vous faire une intervention sur le sujet de l'application de la RE 2020 sur un bâtiment d'enseignement. Je suis accompagnée de Stéphane Herbin, de Cimbeton, donc pour parler effectivement construction en béton. Mais nous ne parlerons pas que béton. Nous allons effectivement justement vous montrer des différents types de systèmes constructifs. Alors, quelques petits rappels sur la RE 2020, donc qui est rentrée en application notamment pour les bâtiments d'enseignement, dont c'est le sujet au cours de cet atelier, pour tous les dépôts de permis de construire depuis le 1er juillet 2022. Donc c'est finalement une application assez récente, depuis un petit peu plus de 6 ans. Petit sujet quand même, parce que aujourd'hui, la RE 2020 ne concerne que quelques typologies de bâtiments que sont maisons, immeubles collectifs, bureaux, enseignement primaire et secondaire. Il y a encore plein de bâtiments tertiaires qui ne rentrent pas dans ce champ d'application, qui sont encore soumis à la RT 2012, notamment par exemple quand on a une cantine scolaire dans un bâtiment d'enseignement. Aujourd'hui, on applique toujours la RT 2012 sur cette typologie. Alors, le calendrier prévisionnel, aujourd'hui, dans le meilleur des cas, pour ces autres usages, il y aura peut-être un texte qui sortira d'ici fin 2023, mais en tout cas, peu probable qu'il y ait une application de la RE 2020 sur ces autres usages avant 2024. Voilà, donc en attendant, quand on a des bâtiments mixtes, d'ailleurs y compris si on a un gymnase ou quoi que ce soit dans le bâtiment d'enseignement, eh bien on est obligé d'appliquer 2 réglementations simultanément. Alors, la RE 2020, donc petit rappel pour ceux qui ne nagent pas forcément dans cette réglementation révolutionnaire et complexe au quotidien. Donc, elle passe par 6 indicateurs. Un premier indicateur qui est lié aux besoins bioclimatiques, qu'on appelle le coefficient B-bio, qui va additionner des besoins de chaud, de froid et d'éclairage. Un deuxième indicateur aussi purement lié à l'énergie, qui est le CEP. D'ailleurs, comme le B-bio, ce sont des indicateurs qu'on connaissait déjà dans la RT 2012, qui expriment des consommations en énergie primaire. Donc, énergie primaire ramenée au mètre carré. Et on a un nouvel indicateur qui s'appelle le CEP-NR, c'est-à-dire des consommations en énergie primaire non renouvelables. Alors, quel est l'objectif de ce coefficient en énergie primaire non renouvelable? Eh bien, c'est de nous inciter à mettre en place des énergies renouvelables et notamment des installations qui permettent une production de chaleur renouvelable au sein du bâtiment. On a ensuite un indicateur qui est à cheval entre l'énergie et le carbone. C'est ce qu'on appelle le IC énergie. C'est l'impact carbone lié à l'énergie. Donc, en fait, on va multiplier les consommations énergétiques en énergie finale par leur impact en émissions de gaz à effet de serre. Et on va additionner cet impact pendant 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce que les pouvoirs publics ont décidé que c'était la durée conventionnelle d'un bâtiment selon la RE 2020. Purement conventionnel. On a ensuite un indicateur qui va être purement carbone, le IC construction, donc l'impact carbone lié aux constructions et notamment aux matériaux, aux équipements et aux chantiers. Et le dernier indicateur, qui lui est un indicateur purement dédié au confort d'été, qui s'appelle DH, donc degrés-heure, qui va illustrer un nombre de degrés d'un confort estival au sein du bâtiment. Pour que la RE 2020 soit appliquée, il faut que ces 6 exigences soient respectées simultanément. C'est impératif. S'il y en a un seul qui pêche, eh bien, le bâtiment ne peut pas prétendre respecter cette nouvelle réglementation. Alors,
nous avons fait une petite étude dont je vous livre dès maintenant les résultats, mais ne partez pas, puisque effectivement, je vais vous expliquer d'où viennent ces différents résultats. Alors, on est sur le cas d'un bâtiment d'enseignement, une école que je vais vous présenter juste après, pour lequel on a regardé comment se comportait cette école qui avait initialement été plutôt conçue d'ailleurs dans le cadre de la RT 2012, mais avec quand même une volonté de performance énergétique et environnementale. Et on a regardé comment elle se positionnait dans 3 zones climatiques, la zone H1A, H1C et la zone H3. Donc on va plutôt s'attacher aux résultats de la zone H1A, zone dans laquelle nous sommes. Et on a regardé justement les résultats en termes d'énergie au regard de 2 types de systèmes énergétiques. Chauffage gaz ou pompe à chaleur de type RO exclusivement. Ce qu'on voit, c'est déjà une première chose, c'est que sur ce cas d'école, le CEPNR, on le respecte sans aucun souci, quel que soit le système énergétique. L'impact carbone lié aux énergies, en fait, va se durcir en 2025. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire pour les bâtiments d'enseignement, il va y avoir un durcissement à partir de 2025. Ce qui fait que la chaudière gaz permet de respecter les seuils entre 2022 et 2025, mais ça va commencer à être un petit peu compliqué à partir de 2025 pour une installation qui serait vraiment exclusivement alimentée par du gaz. Par contre, la pompe à chaleur RO, elle respecte effectivement les différents critères 2022, mais également 2025. On n'a pas étudié parce que c'était pas l'objet. On faisait quand même une étude pour Symbéton. L'objectif, c'était plutôt de regarder l'impact des systèmes constructifs. Et on n'a pas regardé un système intermédiaire qui serait un système de chaufferie hybride qui pourrait lui aussi permettre de respecter le seuil 2025. Alors, autre sujet lié au confort d'été. Alors, le confort d'été, on a regardé si le bâtiment était non climatisé ou climatisé, en sachant très bien que les écoles, quand même, l'objectif aujourd'hui, elles ne sont pas climatisées. L'objectif, c'est de les maintenir non climatisées. Mais étant donné qu'on a 2 niveaux de seuil différents dans la RE 2020, on avait voulu regarder, c'est que la tentation pourrait être de se dire, on a une pompe à chaleur RO, notamment à partir de 2025, pourquoi pas l'utiliser pour rafraîchir, étant donné qu'elle est là, qu'elle est en mesure d'assurer ce service. Bon. En tout cas, là, sur ce bâtiment, même non climatisé, en zone H1A, il n'y a aucun souci pour respecter les seuils liés au degré heure. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, notamment en zone H1C et H3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les degrés heure, les pouvoirs publics ont décidé de mettre la même valeur de degrés heure, quelle que soit la zone climatique en France. Donc, en fait, c'est plutôt laxiste quand on est dans le nord de la France et c'est plutôt très sévère quand on va se trouver dans le sud. Et notamment, là, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que construire des écoles non climatisées dans le sud de la France, ça va être très, très, très complexe parce que pour pouvoir respecter les seuils, il faudra mettre en place des systèmes complémentaires, notamment des optimisations sur l'enveloppe avec d'extrêmement bonnes protections solaires, mais également des systèmes de rafraîchissement complémentaires, comme du rafraîchissement adiabatique ou du rafraîchissement par puits climatique. Bon, en zone H1A, en Île-de-France, pas trop de soucis pour respecter ce critère. Autre sujet, donc l'EIC Construction.
qui est quand même un sujet absolument majeur, où nous avons étudié 4 systèmes constructifs. Le premier, eh bien, une école qui est intégralement en béton banché, donc façade, plancher intermédiaire. Une deuxième solution qui est avec une construction en poteau-poutre. Une troisième avec une construction qui est en mixte bois-béton. Alors là, un petit peu atypique puisqu'on est sur des planchers intermédiaires en CLT et des façades en béton. Et la dernière solution qui est une solution en toute ossature bois, aussi bien les planchers intermédiaires que les façades. Ce qu'on s'aperçoit, eh bien, c'est que le seuil 2022, quel que soit le système constructif, on arrive à le respecter. Le seuil 2025 commence à être un petit peu plus complexe, notamment quand on est en tout béton. Le seuil 2028 et 2031 sont encore plus, si on n'y arrivait pas déjà en 2025, si ça commence à être compliqué, 2028 et 2031 sont encore plus problématiques. Alors on va voir un petit peu en détail justement ce qui se passe. Donc effectivement, comme je vous le disais, alors attention, c'est une étude avec des conclusions sur un bâtiment qui peuvent être très différentes d'une typologie par rapport à une autre. On ne peut pas forcer généraliser ces données. Là, vous avez effectivement le bâtiment qui est étudié, qui est plutôt un bâtiment très allongé en fait avec les différentes salles de classe. On n'est pas sur un gros bâtiment compact, mais qui est plutôt très, très fonctionnel. On a effectivement, c'est un bâtiment qui a une surface utile de 2784 mètres carrés, avec une surface vitrée qui est assez confortable. On est à 27% ramené à la surface utile du bâtiment. On a un petit ascenseur, voilà, et puis le système constructif de base, lui, était en béton banché. Et comme je vous disais, donc on a fait différentes sensibilités aux paramètres, notamment le projet en tout béton, voile en béton banché, plancher intermédiaire en béton. Un système avec du poteau-poutre, donc là où on vient finalement remplir les poteaux avec des modules en ossature bois, mais on garde les planchers en béton. Le cas suivant, c'est on a les planchers en CLT, mais on fait la façade en voile béton. Et le dernier, plancher CLT et mur à ossature bois. Ce qui nous donne effectivement, et puis au niveau des systèmes énergétiques, on a une chaudière gaz condensation avec des radiateurs, une CET à double flux, et dans l'autre cas, une pompe à chaleur RO sur des radiateurs. Ce qu'on revoit sur ce graphe, c'est que finalement, le coefficient, le B biomax, est respecté dans tous les cas de figure, quel que soit le système constructif qu'on vient mettre en place. On a sur ces typologies de bâtiments d'enseignement des répartitions dans le B bio qui sont très différentes de celles qu'on peut trouver dans les bâtiments résidentiels, puisqu'on a certes une part qui va être entre 25 et 30 points en rouge, ce sont les besoins de chaud. On a la part en vert que vous voyez qui est aux alentours de 12-13 points qui va être lié aux besoins de froid, et en jaune on trouve les besoins d'éclairage. Alors il y a une première remarque qui est importante qui est que je vous ai dit, le bâtiment là qu'on vous montre, il n'est pas climatisé, et pourtant on voit apparaître des besoins de froid. Et oui, c'est une nouvelle règle de la RE 2020 qui a décidé que même si le bâtiment n'est pas climatisé, on va tout de même comptabiliser dans le B-bio des besoins de froid afin effectivement d'inciter à une meilleure conception bioclimatique du bâtiment en prenant bien en compte simultanément ces 3 sujets que sont le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. L'objectif, bien entendu, c'est de concevoir un bâtiment qui est le plus confortable possible en termes de confort d'été pour éviter d'éventuelles périodes d'inconfort ou, pire, un recours ultérieur à de la climatisation.
Deuxième chose qu'on voit sur ce bâtiment, c'est que finalement les besoins d'éclairage et les besoins de chaud sont quasiment au même niveau. Donc effectivement, on ne peut pas réduire les surfaces vitrées puisque ça serait vraiment préjudiciable. On augmenterait considérablement les besoins d'éclairage. Donc il faut quand même avoir une façade qui soit suffisamment ouverte pour apporter du confort visuel. Et ça, effectivement, on ne peut pas le faire. Voilà, on ne peut pas trouver une balance sur ce sujet-là pour réduire les besoins de chauffage. Si on fait un grand écart avec, là, on était sur la zone H1. Si on regarde maintenant la zone H3, vous voyez quelque chose qui est absolument stupéfiant. Eh bien, c'est qu'en zone H3, les besoins, finalement, les écoles ont des besoins qui sont complètement différents, en termes réglementaires en tout cas, puisqu'on n'a quasiment plus de besoin de chauffage. Donc finalement, l'isolation, à la limite, même si il faut continuer à isoler, mais c'est plus vraiment l'enjeu. Vous voyez qu'on a un gros sujet sur les besoins de froid. C'est normal. On a beaucoup d'apports internes ramenés au mètre carré, puisque les salles de classe sont quand même assez denses en termes d'occupation. Et le véritable sujet en zone H3, c'est vraiment le sujet de la maîtrise de cette conception du bâtiment pour assurer un confort toute saison. Le coefficient CEP, donc ça je vous disais, donc on a étudié chaudière gaz, pompe à chaleur aéro pour ces 4 systèmes constructifs. Vous voyez que finalement, quel que soit le système constructif, tout ça oscille dans un mouchoir de poche en termes d'impact sur ce coefficient CEP. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, même entre chaudière gaz et pompe à chaleur aéro, on a des résultats qui sont assez similaires en termes d'ordre de grandeur. On retrouve le fait que on a des... Alors là, pour le coup, sur le coefficient CEP, vous avez 2 postes de consommation qui se distinguent et qui sont quasiment équivalents. C'est le chauffage toujours en rouge, mais également en bleu clair, vous voyez apparaître des consommations liées à la ventilation. Et oui, nous sommes sur une école en ventilation double flux. Qui dit ventilation double flux dit 2 caissons de ventilation, un pour souffler, un pour extraire. Très bien, c'est parfait pour la qualité d'air intérieur si on change régulièrement les filtres, mais ça induit des consommations électriques qui sont relativement conséquentes sur le bâtiment. CEPNR, là effectivement on voit par rapport tout à l'heure, on avait effectivement dans notre valeur de CEP max qui était aux alentours de 75. Le CEPNR, lui, va un petit peu abaisser la valeur puisqu'on passe de 75 à 68 et on retrouve bien sûr nos 2 postes de consommation qui n'ont pas bougé puisque qu'on soit en PAC ou en chauffage gaz, de toute façon nous n'avons pas d'énergie renouvelable thermique à proprement parler, puisque dans la RE 2020, les énergies renouvelables qui bénéficient d'un bonus, c'est la chaufferie biomasse et c'est un raccordement à des réseaux de chaleur urbains. Solution que nous n'avons pas étudiée dans le cadre de cette étude, puisque ce n'était pas vraiment l'objectif. Alors, le IC Énergie, là par contre, vous voyez un écart qui est très important justement entre la solution gaz et la solution PAC RO, qui notamment est liée au fait que ces consommations énergétiques gaz qui étaient dans le cadre du CEP en énergie primaire relativement raisonnable et équivalente à celle d'une pompe à chaleur. Là, quand on vient multiplier par 227 grammes par kilowattheure les consommations gaz, eh bien, on voit cette barre rouge qui s'envole complètement dans la stratosphère et qui va être très préjudiciable pour cette énergie, notamment à partir de 2025. Et à contrario, on voit la pompe à chaleur qui se situe très en deçà du niveau qui a été calé, donc à 147 kg de CO2 par mètre carré.
Les degrés-heures, quant à eux, vous voyez, on est toujours sur la zone H1, telle que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la barre en orange tout en haut qui représente les degrés-heures avec ce qu'on appelle les DH max, la valeur au-dessus de laquelle on n'a jamais le droit d'aller. Vous avez ensuite une petite barre en gris en dessous qui effectivement est à 350 degrés-heures et qui va illustrer la fourchette basse. Alors cette fourchette basse, en fait, les pouvoirs publics estiment qu'en dessous des 350 degrés-heures, le bâtiment est confortable et donc n'a pas vraiment besoin, n'aura pas de problématique d'inconfort et n'engendrera pas d'éventuelles consommations avec des achats de climatiseurs mobiles qui pourraient intervenir en cas de période caniculaire. Au-delà, quand on dépasse effectivement ces 350 degrés-heures, on estime que là, ça pourrait être un petit peu problématique. On va induire quelques heures d'inconfort. Et là, vous voyez effectivement la différence entre les solutions, notamment voile béton ou poteau-poutre. D'ailleurs, la solution poteau-poutre qui est à 350 degrés-heures et la solution tout bois où là, on a quasiment 50 degrés-heures d'écart qui sont liés justement à une certaine perte de l'inertie au sein du bâtiment. Alors, maintenant, le cas hyper intéressant, c'est comment se comporte le IC Construction. Donc, le IC Construction, c'est l'impact carbone lié à la construction qui se décompose en 13 lots que vous voyez à l'écran dans les différentes couleurs. Et pour bien décoder ce graphe, vous avez également 4 petites barres avec des pointillés. La barre tout en haut représente le seuil 2022. Celle un petit peu en dessous représente le niveau 2025. Encore en dessous, on a le niveau 2028. Et celle qui est en gris clair représente le niveau 2031. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphe? Déjà, on voit que le poste superstructure, qui est celui qu'on a justement fait varier, qu'on voulait faire varier dans cette étude, il représente 180, on est à peu près aux alentours de 180 kg de CO2 par mètre carré, mais en fait, c'est sur 700. C'est-à-dire que le poids de la superstructure, certes, est important. C'est le premier poste d'émission carbone au sein du bâtiment, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'effectivement, il va côtoyer plein d'autres éléments, et notamment, vous voyez les lots techniques qui sont très importants en rouge, en orange et en jaune, surtout le rouge et le jaune, que sont le lot CVC, normal. Le lot CVC, on a l'installation de chauffage, mais également la ventilation double flux. Et nous avons également en jaune tout le lot courant fort, courant faible. Donc, déjà, une première question pour Stéphane. On voit que, une école en béton, elle passe le seuil 2022, mais 2025, ça va être un peu compliqué. On voit qu'on n'est pas trop loin sur ce cas de figure, mais comment on peut faire mieux? Merci Nathalie. Donc pour le béton, effectivement, la photographie montre que 2025, il y a des efforts à produire. Et ces efforts, aujourd'hui, Symbéton et l'ensemble de la filière les a engagés déjà. Ici, donc on vous remet cette étude en segment. On a aussi de nombreuses études qui sont menées sur des bâtiments individuels, sur des bâtiments collectifs de tailles différentes, sur des bâtiments de bureaux de tailles différentes, un peu à l'image de ce qui vient d'être présenté. Et avec l'ensemble de ces informations-là, on a développé une boîte à outils pour essayer de démontrer un certain nombre d'améliorations déjà accessibles, déjà praticables, sur l'ensemble de vos projets. Et par ailleurs, l'industrie cimentière, puisque pour être tout à fait transparent, l'impact du béton provient souvent du ciment, pour une large part, l'industrie cimentière s'est déjà engagée sur des améliorations technologiques. Aujourd'hui, on sait faire sur ce lot superstructure, sur les bâtiments qu'on a pu étudier, des économies de l'ordre de 25% de cet impact de 180 kg, avec des techniques qui sont diffusables, qui sont tout à fait accessibles.
C'est-à-dire que sur un découpage assez classique, alors c'est un peu moins vrai sur le bâtiment d'enseignement, mais on a souvent un gros œuvre à 30%, un gros corps d'état architecturaux à 30% et des corps d'état techniques à 30%. Puis après, ça flotte un peu. Ici, on a un peu moins de corps d'état architecturaux, je dirais, au détriment des deux autres. Ici, le 188 qui pèse 700, on est encore dans environ 25% pour le lot 3 superstructure. Ce lot 3, on peut l'abaisser lui-même de 25% aujourd'hui, avec des techniques qui sont très accessibles. Donc, en faisant une partie en coût, en accessibilité, en faisabilité, accessibilité au sens technique, au sens de l'approvisionnement, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher le 2025, on peut presque faire un peu le boulot tout seul, comme on a souvent tendance à nous le demander. Mais évidemment, comme le graphique le montre bien, pour 2028 et pour les autres, il faudra que chacun des participants de l'ensemble d'un lot, il faudra raisonner ouvrage, il faut que chacun se mette un petit peu à travailler. Donc le béton, on y est déjà et on va continuer. Et pour 2028, on verra ensemble. Oui, parce qu'effectivement, si on voit cette étude, on pourrait se dire que finalement, pour atteindre les seuils 2028 ou même 2031, il n'y a que des solutions tout bois qui permettent de le respecter. Donc, il va y avoir du travail. Néanmoins, je mets quand même un petit bémol sur le sujet parce que ce graphe, il faut le lire avec effectivement le fait que quand vous voyez qu'on est en tout bois, on a ce qu'on appelle l'ACV dynamique qui est en négatif, à moins 95, sous la barre. Donc, on passe largement sous le seuil de 2031. Mais attention, parce qu'il y a un changement de norme sur les FDES, passage de la norme 1 à 2, qui effectivement pose quelques petits soucis et va re-questionner justement ces sujets d'ACV dynamique. Ce que je voulais vous montrer, également, peut-être plutôt passer sur ce schéma qui est très intéressant parce qu'on a détaillé le lot 3, on l'a explosé pour regarder finalement dans ce lot 3 qui est consommateur. Parce que dans le lot 3, c'est le lot superstructure, mais dans la superstructure, on a les planchers bas, les planchers intermédiaires et on a les façades. Et là, vous voyez qu'en bleu, ce sont les planchers intermédiaires. Ce sont tous les planchers en fait de l'école. Donc on voit bien que si on veut décarboner, c'est essentiellement sur les planchers qu'il va falloir agir. Finalement, la façade, elle intervient un peu comme... la façade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a vitrée de manière conséquente pour apporter de l'éclairage naturel. Donc finalement, le peu qui reste en matière, en paroi opaque, peu importe le matériau de construction qu'on met derrière. Mais là, le vrai sujet, ça va vraiment être de trouver des solutions qui permettent de décarboner les planchers bas, les planchers intermédiaires et les planchers hauts. Et là, un mot complémentaire, c'est que sur la façade, c'est évidemment l'expression architecturale, c'est l'intégration sur le site, c'est la prise en compte dans le contexte par rapport au programme du maître d'ouvrage. Donc finalement, la création architecturale et l'intégration et la démarche architecturale peut être assez bien préservée ici. Et on peut bénéficier du choix du matériau dans de nombreux cas et s'orienter sur des solutions béton, sur des solutions bois. On le montre aussi, en toute transparence. C'est pas un problème. Voilà. Ou du mixte. Ou du mixte. Pour effectivement une stratégie du bon matériau au bon endroit. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de se dire, il y a des volontés aujourd'hui de certaines collectivités, notamment d'aller vers des matériaux de construction, en tout cas des revêtements de façade qui sont minéraux parce que quelques déboires avec les bardages ou autres qui ont ou même les enduits qui ont des problèmes de durabilité. Et aujourd'hui, il faut vraiment se dire, on se réapproprie en fonction de la demande de la collectivité, on se réapproprie ce matériau de construction et on l'assume. Et à la limite, si effectivement on veut du minéral, on peut le faire avec un béton branché, avec un béton matricé, ciré, teinté, ce qu'on veut. Au moins, on assume ce côté minéral et surtout, on évite le cache-misère du genre le mur béton avec du bardage brique, un parement hyper carboné, parce que là, on vient finalement, on vient défaire en fait tout ce qu'on a fait en amont. Même si la façade pèse pas beaucoup, mais si on vient rajouter de la matière, il va falloir la compenser par ailleurs. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Un tout petit mot aussi, c'est que là, nos planchers béton étaient des planchers coulés en place.
Oui. Il y a évidemment des solutions alternatives avec des solutions préfabriquées qui peuvent être un peu intéressantes dans certains cas. Hyper intéressantes, tu veux dire. Et voilà, moyennant une approche constructive logique, c'est-à-dire à performance globalement équivalente. Je pense à l'acoustique, je pense à la performance au feu. Il faut rester sur évidemment des choses qui restent comparables et pas comparer des kilos à des kilos ou des mètres cubes à des mètres cubes simplement. C'est le message qu'on a voulu vous faire passer dans cette présentation, c'est effectivement que la RE 2020 va questionner en fait tous ces sujets de systèmes constructifs, qu'il y a des solutions, que les industriels y travaillent et qu'il y a plein de beaux enjeux, de beaux défis à relever pour réussir à conserver une approche frugale. Si vous avez quelques questions, si on a 2-3 minutes, oui. Le micro va vous arriver, je crois. Il y a un micro qui va arriver. En attendant que le micro arrive, pour la boîte à outils Simbéton et les autres cas d'études, si vous avez des questions, si vous avez des projets qui vous intéressent et vous voulez comparer avec ce qu'on a fait, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter et je me tournerai vers vous et vous accompagnerai du mieux possible. Moi, je me pose la question, en architecture, si vous êtes dans le Nord et que vous construisez beaucoup avec de la brique, grosso modo, on ne pourra plus avoir d'architecture de briques. Ah ben si, bien sûr. Pardon. Oui, mais souvent, on a un mur et on a un double mur. Donc, avec un vide d'air, etc. Alors, c'est tout le problème. Le problème aujourd'hui du double mur en brique peut être impactant. Mais comme on vous a montré, attention, parce que la façade, elle passe pas tant que ça. C'est vraiment les planchers intermédiaires. Donc, si vous faites une façade en double mur en brique, il faudra que vous compensiez sur la structure, que vous alliez dans la boîte à outils pour voir comment décarboner les planchers. Alors, ensuite, une autre question. Quand vous êtes à Nîmes, par exemple, les murs sont très épais. Pas d'autres questions. En traditionnel, sont très épais. Et du coup, les maisons sont très fraîches. On est obligé d'enchaîner laisser la place. Merci en tout cas.